merci d'être présent ce dimanche matin avec Yann Manouk et Ariel Nicolas sur une thématique qu'on va tordre dans tous les sens. Quand la politique dépasse les frontières des genres. Alors on verra de quelles frontières on parle. Il y a plein de frontières dont on pourra parler. Je vais me permettre de commencer par le parrain de l'édition qui est Yann Manouk. Alors de deux auteurs qui vont nous faire des exercices de diction. Entre les titres des romans, les villes dans lesquelles ça se passe, c'est pas toujours facile, mais c'est eux qui vont donner plus que moi. Yann, donc parrain de l'édition de 2024, tu écris depuis une dizaine d'années de manière assidue. Premier gros succès avec le premier roman, Héros de la guerre. Tu as appris à le prononcer facilement. Seul polar triplement récompensé par le prix Kelly Polar, prix SNCF et le prix Lectrice de L. C'est le seul. C'est pas rien. Tiens, avant qu'on parle de tes romans, explique-nous pourquoi tu es arrivé aussi tardivement à l'écriture. Mais pas en un quart d'heure. Non, mais avant d'avoir cette question, il faut que je vous fasse une confession. Une première mondiale, je ne suis pas Yann Manouk. En fait, je suis un comédien payé par le père Yann Manouk depuis 10 ans pour prendre sa place. Et qui est assis ici d'accord au deuxième roman. Et que je ne fais que représenter. Et donc, pour lui, je me suis écrit tard, justement pour ça, parce qu'il est venu chercher un retraité sans emploi pour prendre sa place. Et donc je me suis mis à écrire tard, d'abord parce que j'ai beaucoup voyagé, je suis un peu paresseux, je suis très mentalique. J'ai toujours écrit depuis l'âge de 15 ans, mais je n'ai jamais rien terminé, jusqu'au moment où, en 2011, je crois, ma fille m'a mis au défi de terminer quelque chose. Et donc je l'ai pris au mot, et j'ai décidé d'écrire 2 livres par an dans un genre différent à chaque fois, avec un pseudo différent à chaque fois. Moi, c'est un raison pour lequel je me suis mis un peu tard. C'est intéressant parce que c'est un défi du coup. On va remercier ta fille parce que du coup elle t'a quand même poussé fortement. Et comme tu le dis, tu es multicasquette dans les genres, dans les pseudos. Alors, tu peux les énumérer si tu veux les pseudos parce que ça commence à devenir vertigineux. Si je m'en souviens, parce que la dernière fois que j'ai fait, j'en ai oublié un. Patrick Manoukian, donc c'est mon prénom. Paul Égard, c'est le premier. Jacques Hervé, c'est le deuxième. Et jusque-là, j'avais décidé de donner de prendre des pseudos qui avaient une signification phonétique en brésilien. Donc Paul Égard, c'est le stop. Jacques Hervé, c'est mon truc quasiment. Et puis quand je me suis trouvé à devoir écrire le polar mongol, ça ne peut pas fonctionner avec un pseudo latino. Donc j'ai pris Yann Manouk, donc là c'est le 4e. Après j'ai écrit une série de polars, 7 polars, 8 polars sur le nom de Roy Braverman, qui sont des polars qui se passent uniquement aux États-Unis. Donc ça c'est le 5e. Après j'ai commis un polar dans lequel je mets directement en scène, à peine déguisé, Macron, Benalla et tout ça. Il était pas déguisé du tout. Donc j'ai pris un pseudo de circonstance pour passer sous la radar. Donc je m'appelle Hugo Tosi dans celui-ci, ça c'est le 6e. Après j'ai écrit des polars à 4 mains avec un auteur lyonnais. J'ai pris un pseudo, nous avons pris un pseudo qui est le cumul de nos 2 noms en fait. Tu peux le citer. Et puis c'est Gérard Coquet, donc on s'appelle Pêche Coman, PA pour Patrick, G pour Gérard, et Coman, le CO de Coquet pour le mode de nature. Et le dernier pseudo est un pseudo de circonstance, parce que j'ai écrit un polar de Noël qui se passe en Écosse, et donc j'ai pris un polar, j'ai fait un pseudo non seulement écossais, mais féminin, et je m'appelle Aileen McMillan. Donc vous savez que vous avez quoi faire si vous voulez lire tout ce que fait Yann Manouk. De toute façon, vous en aurez au moins 2 par an. Oui, c'est le rythme minimum. Alors, on va parler évidemment de ton dernier roman, juste quelques mots sur celui qui est sorti avant, Crume à Visure, quand je disais qu'il faut s'entraîner sur les prononciations. C'est le 3e tome de ta trilogie, je vais y arriver, islandaise. Tu peux présenter un peu l'environnement et pourquoi tu en es arrivé à raconter l'Islande. Mais ça fait partie des polars que j'ai écrit par trilogie, parce que je voulais passer à la trilogie.
Je trouve qu'après, quand on arrive dans le quatrième, cinquième, sixième volume, c'est déjà la répétition. Et puis dans la structure d'une trilogie, il y a quelque chose qui se dessine de façon assez intéressante, en tout cas dans la façon d'écrire, c'est que généralement les deux premiers de la trilogie sont écrits comme des romans pour les lecteurs. Et le troisième, je sais que ça sera le dernier, c'est un bouquin que j'écris un peu plus pour mon personnage que je vais citer que pour les lecteurs. Donc la fin de la trilogie mongole avec la mort nomade, il y a une couleur très particulière où je récompense, dans la mort nomade, je récompense mon personnage avec de très belles rencontres, féminines de préférence, et il est très content. Et dans celui-ci, c'est pareil, je l'ai terminé pour faire un peu une fin en feu d'artifice sur mon personnage, Cornelius. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le troisième. J'aime bien écrire les deux premiers. Mais maintenant que je le sais, j'écris les deux premiers en sachant comment je vais. En sachant imaginer comment je vais pouvoir tenir le troisième. Et c'est pour ça que je me couleur différente toujours des deux premiers de la trilogie. Et je pense que ça fonctionne bien comme ça. Je suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Si, vraiment. Après, tu te bases beaucoup sur tes souvenirs de voyage. Tous les bouquins sont basés sur des pays que je connais bien, où j'ai voyagé, où j'ai séjourné, où j'ai vécu. Toujours tu as eu quelques ennuis. Pardon? Tu as eu quelques ennuis. Oui, j'ai aussi quelques ennuis, mais ça fait partie des voyages. Parle-nous un peu de Cornelius Jacobson, le personnage principal. Comme tu le dis régulièrement, c'est le pire meilleur flic d'Islande. Le meilleur pire. C'est un peu commun de travailler sur des flics qui ont une équipe adossée, qui sont solitaires, qui sont en rupture avec leur femme, avec leurs enfants, parce que le métier prend tout. Mais quand on place dans des pays qui sont encore plus particuliers, ça peut être des personnages intéressants. Cornelius, c'est un troll. Je ne l'écris pas de façon très précise, mon livre, c'est un mec balèze, puissant. Souvent, je compare mes personnages au pays dont ils sont issus. Yarulager, c'était un mec de la steppe. Cornelius, c'est un gars d'Islande, donc il fait qu'en Islande, il fabrique les hommes les plus forts du monde. De ce fameux concours où les types tirent un avion avec les dents, etc. L'Islande a le plus grand nombre de top les plus forts du monde. Et ils s'entraînent pas dans les salles de Chine, ils s'appellent dans ce qu'on appelle les salles de force. Et ils ont des moyens de s'entraîner qui remontent à l'origine de la pêche en Islande. C'est-à-dire qu'avant de rembarquer sur un bateau de pêche en Islande, il fallait soulever un certain nombre de pierres qui pouvaient faire, je ne me souviens plus exactement du poids, mais ça commençait à 54 kg, 80 kg, 100 kg. Et selon ce qu'on arrivait à soulever, on était mousse ou marin ou capitaine, c'était ce qui faisait la différence. Et ils continuaient à s'entraîner comme ça. Quand ils vont faire de la gym, ils vont faire de la gym avec des pierres. C'est des pierres qu'on trouve d'ailleurs sur une plage de l'ouest de l'Islande, et on peut aussi, quand on trouve ça, c'est de soulever. Bon, moi je suis même pas fou, je ne peux même pas monter à bord. Et de la même façon, ils s'entraînent aussi avec des troncs d'arbres, parce qu'à l'époque, une des autres façons d'être qualifié pour monter à bord, c'était de soulever un mât de bateau et de le transporter sur, alors pas des dizaines de mètres, celui qui arrive à tenir, c'était quelque chose, celui qui arrive à faire 1 mètre, c'était quelque chose. Mais ils s'entraînent avec ce genre de choses. Et ça me permettait de donner à mon personnage une double profondeur, c'est-à-dire qu'il était à la fois l'illustration de son pays, et à la fois ça pouvait être lui quelque chose de très particulier par rapport à notre personnage de flic français, parce qu'il y a un lien beaucoup plus fort. En tout cas, j'ai rarement vu dans le polar français un lien aussi fort et aussi puissant d'attachement au pays. Peut-être parce que les pays comme la Mongolie et l'Islande sont plus faciles à garder. Mais Yarulager est un homme de la steppe, Cornelius est un homme de l'Islande, avec ses particularités supplémentaires, c'est que l'Islande, on ne sait pas si c'est un pays qui naît, si c'est la naissance du monde, si c'est la fin du monde. À n'importe quel moment, l'Islande peut disparaître. Elle est sur la ligne de fracture volcanique la plus violente qui existe, c'est même plus violent que ce qui existe en Asie. Donc ça peut disparaître, vraiment. Quand j'étais en 73 sur le volcan Abitfeld dans l'île d'Absonea, Tazieff était venu, il avait dit que l'île entière avait disparu. Bon, par chance, elle n'a pas fait, et on était dessus. Donc
construire. Mais et en même temps, ces explosions, ces éruptions créent en permanence des nouvelles terres. L'île des Raies où j'étais, avec l'éruption du volcan Elfed, elle faisait 11 km au début de l'éruption, elle en fait 15 jours. D'accord. Pourquoi? Il y a cette ambiguïté de savoir est-ce que c'est un monde qui va disparaître, est-ce que c'est un monde qui se crée. Et finalement, tout ça, quand on le ramène au personnage, ça donne une profondeur au personnage que je trouverais, moi, un peu difficile d'aller chercher pour un personnage qui se passerait non seulement en France, mais on va dire dans un pays occidental, sans ces accidents géologiques ou sans ces particularités géologiques. Puis une petite caractéristique aussi, il fait partie d'une chorale de femmes. Oui, alors, ouais. Bon, ça c'est arrivé. J'écris sans aucun plan. Donc les choses arrivent sous ma plume, sans que je puisse les maîtriser. Et donc effectivement, je voulais lui faire chanter un chant qui est terriblement triste et lugubre, qui s'appelle le Croumatizo, justement, qui est la complainte du corbeau famélique, qui est une complainte traditionnelle islandaise, même si elle n'est pas très vieille, elle date à peine un siècle. Et ça rencontre la mort par la faim des corbeaux qui trouvent strictement rien à manger. Et ça chante vraiment lugubre, guttural, médiéval, presque dans sa sonorité. Et je voulais lui faire chanter ça. Au début, j'avais imaginé qu'il faisait que le fredonner en permanence. Et finalement, je ne sais pas comment c'est venu, mais j'ai décidé qu'il était le seul homme à chanter dans une chorale de femmes et qu'il ne chantait que ça. Donc, quand la chorale se produisait quelque part, il était en coulisses et il venait que pour ça. Puis on va parler du Pouilleux Massacreur qui vient de sortir. Alors là, du coup, c'est le premier roman qui se passe en France. Ouais. C'est d'habitude, tu es un écrivain voyageur, on l'a bien compris. Là, tu nous emmènes dans un autre voyage dans le passé, des années 60, des années que tu as très bien connues. Alors ça, c'est complètement différent parce que c'est le premier roman qui est très personnel. J'avais écrit un roman qui s'appelait Bateau Rousseau, qui était à 90% autobiographique des conneries que j'ai pu faire en Amazonie pendant un certain temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. C'est un roman qui se sert de partie de l'enfance ou de la jeunesse de l'auteur pour essayer de tirer, non pas des conclusions, mais tirer des liens entre les conneries qu'on peut faire quand on est jeune et ce que ça nous amène à faire peut-être nos conneries quand on est devenu adulte. C'est ça, un roman d'apprentissage. Donc dedans, c'est pareil, c'est 90% autobiographique, romancé, autobiographique. Et l'idée, c'est pour le lecteur, c'est de se dire voilà, comment à partir de ce qu'il était, il est devenu ce qu'il est. Et j'ai triché un peu, parce que même si je suis très très vieux, je suis pas aussi vieux que j'ai supposé le bouquin. Parce que le bouquin a supposé que j'avais 18 ans en 62, alors que je les ai eus en 68. Et donc j'ai mélangé deux périodes. Ce que j'ai connu, ce que j'ai vécu à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais je voulais fondre ces deux périodes, parce que grosso modo, entre la préadolescence et l'adolescence, c'est très lié, mais surtout je voulais trouver une année charnière. Et je situe le bouquin en 62, et 62 est une année très 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 particulière. Pas seulement parce que François a chanté, cette année-là c'est 62, mais parce qu'on oublie que 62 c'est 10 attentats à la bombe de l'OAS par jour, pendant des semaines et des semaines. Les pires nuits de l'OAS, c'est 17 explosions dans Paris et Saint-Jean. 62, c'est l'année où on mitraille la voiture de Gaulle au Kitama, attentat de l'OAS contre de Gaulle. C'est les flics qui tuent volontairement, les enquêtes sont beaucoup plus tard, 8 militants communistes à Charonne, au métro Charonne, et un 9e qui mourra à commun. Et ça 62. Ça, c'est aussi la crise de Nissi-Akiba, c'est aussi en même temps la guerre du Katanga, et c'est la première fois que des émissions de télévision comme 5 colonnes à l'une, on voit l'horreur d'une guerre quasi civile. Les mercenaires belges ont fracassé des populations civiles, et c'est la première fois qu'on le voit à la télévision. Et en même temps, 62, c'est les Beatles, c'est la mini-chute de Marie Porte, c'est la pop musique,
J'ai trouvé que c'était intéressant de travailler sur cette année-là qui était charnière, puisque j'allais justement mettre dans mon bouquin, essayer de trouver ce qui était la charnière de ma propre jeunesse. Donc j'ai un peu triché, mais le bouquin montre que je suis tricheur. Et M. Yann Nanouk montre aussi que je suis tricheur. Donc ça tombait bien pour 62. Et mine de rien, ça nous apprend sur le passé, comme tu dis, mais ça nous apprend aussi sur le présent, parce que des choses que tu racontes qui peuvent encore résonner aujourd'hui. Oui, je vois lesquelles, tu vas prévenir, ça veut dire. En termes politiques, en termes... Oui, bien sûr, de toute façon, ce qu'on vit aujourd'hui est par la force des choses, est influencé par ce qu'on a vécu dans le passé, et c'est surtout l'effet de génération. C'est-à-dire qu'on a été une génération extrêmement préservée. Les années 60, c'est les 30 glorieuses, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de problème. On sortait à l'école, on prenait un boulot le mardi, ça nous emmerdait, on quittait le mercredi, le jeudi on avait un boulot. Il y avait strictement aucun problème de chômage. 62, c'est vraiment les années 60, c'est vraiment la meilleure musique. Quand on était à la fac, on avait comme maître en pensée des gens existants qu'on pouvait rencontrer. Moi j'ai connu Aron, j'ai connu Sartre, plein d'autres personnes encore comme ça. Quand on est dans une manif, on est à côté de Kevin Beauvoir. Et une des questions, c'est comment est-ce qu'on est devenu, après avoir été cette génération privilégiée, comment on est devenu à être cette génération qui, malgré elle, j'espère, a créé ce chaos intellectuel, moral et politique dans lequel on est. Et c'est en ça que les romans d'initiation sont intéressants, c'est que dans un roman d'initiation, il n'y a pas d'édite d'auteur, c'est pas un auteur qui se trompe de quelque chose. C'est un auteur qui cherche au contraire de se dire où est la responsabilité dans tout ça. Soit comme auteur, soit comme élément d'une génération. Du coup, tu parles bien pour l'initiation. C'est effectivement l'histoire d'une bande de potes, un peu déshonorés, qui vivent de petits délits. Sauf que quand ça dérape, ce petit rond de potes vraiment déclin. Oui, c'était dans une cité qui n'était pas forcément une cité difficile à vivre, c'est une cité qui a été entièrement construite par un seul architecte, qui s'appelait Pouillon, qui a construit en une seule fois une cité de 10 000 appartements. Il a construit la ville entièrement, sans construire les rues. Les rues sont restées en bout pour 10 000 habitants pendant 2 ans. Il a construit la cité avec un boulanger, pas de bar, pas de tabac. Ce type a construit, en mettant sur le papier, une cité qui était à l'hiver. Et nous, on était là. On avait 17, 18 ans, on était là. Qu'est-ce que qu'on fasse quand t'as 10 000 personnes autour de toi et rien. Donc on est allé chercher ailleurs. Et ailleurs, on a empiété sur d'autres cités, qui est un peu mieux que la nôtre. Naturellement, les gars des cités ne voulaient pas qu'on vienne, c'était à l'heure, donc il y a eu des bastons. Et puis de baston en baston, on est allé, si on chacun à Paris, qui la marre, on est descendu vers Paris, parce qu'on voulait aller à Paris. Mais chaque bande entre Paris et la ville où j'habitais essayait de défendre son territoire. Et oui, c'est la vérité. Je ne vais pas être trop bavard, mais je vais raconter une anecdote qui résume quel idiot je suis. Ce que c'est l'époque. J'étais invité à un festival en Italie, à côté de Venise, à Porte de Lone. Et Porte Festival, il y a 300 auteurs, 400 événements, etc. Et on arrive à l'hôtel, et dans l'hall de l'hôtel, il y a une vingtaine d'auteurs de pays différents qui sont là. Et on va aller dîner après, à pied, quelque part pas loin. Et dans l'eau, il y a un grand mec, un peu néerlandais, que je lis probablement américain, et je m'approche de lui et je discute avec lui. Et moi, je me dis qu'il arrive de Chicago, et maintenant il vit en ami. On parle de tout et de rien, pas de livre. On parle de voyage, on parle de festival, de Venise, de l'Italie. Et puis quand on parle en anglais tranquille, quand on va à pied vers le restaurant, on reste ensemble. On continue à parler de choses. Quand on arrive dans le restaurant, comme on parle bien ensemble, on met de l'écoute. Et puis le dîner se passe sans chose particulière. Encore une fois, c'est une recréation de gens qui se rencontrent, qui parlent.
photos de voyage. Et à la fin du dîner, alors on est 40, hein, donc c'est une table en rue, et nous on est là, il y a tout le de ce côté-là. Et moi je regarde que les gens de plus en plus me regardent pareil. Je ne calcule pas ça. Et puis, à un moment, vers la fin du repas, ils sont tombés vers moi et ils disent c'est toi le français qui a écrit un polar qui se passe en Colonie. Je dis ouais, c'est moi. Et on commence à parler des miens. Et il m'a dit sur quoi tu travailles en ce moment. Et à l'époque, déjà, je travaillais sur celui-ci. Parce qu'autant les autres, je les écris dans la foulée tout de suite, autant celui-ci, il a nourrir. Et je lui ai dit que je suis en train de travailler sur la dérive de trois gamins de banlieue qui, chacun de leur côté, vont dériver sans aucune raison vers des emmerdes différentes sur chacun. Et je voudrais, tu sais, je voudrais vraiment faire des vrais fils de prolo, comme moi j'étais dans la jeunesse. Mon père, il a fait 40 ans sur eux, je suis fils de prolo à fond. Et je lui dis, ben, je voudrais vraiment faire ça. Ouais. J'essaie de l'expliquer que le genre de mec, je me prends comme héros. Et puis je ne trouve pas comment l'expliquer, je ne sais pas non plus très perfectionné. Et je sais, voilà, il y a un film, tu dois le connaître, ces personnages-là, c'est ça que je fais. Je cherche des films, j'aime pas trouver des films ici. Ah, tu dois connaître ce film, tout le monde le connaît. En plus, c'est un bouquin excellent. Tu le connais, je cherche, je dis, Trainspotting. Je veux que les personnages soient comme Trainspotting. Tu connais Trainspotting, mais t'en as un, il y avait une je sais pas qui l'a écrit. Donc voilà, ce que je voulais faire, c'est ça. C'est la dérive de trois gamins qui sont à la fois, je pense que le lecteur va les prendre à la fois comme des gens attachants et un peu idiots de se laisser prendre dans cette espèce d'engrenage. Ils n'ont pas besoin, ils sont prolétaires, ils sont dans une banlieue, mais ils ne sont pas pauvres, ils sont pas. C'est juste que, à la limite, la vie était peut-être tellement facile à cette période-là que c'est le début de l'ennui de la jeunesse qui va mener à ce conflit. C'est-à-dire que cette absence d'objectif, on était juste bien. Du coup, effectivement, c'est pas un polar, mais il y a quand même un mort. Donc c'est aussi à croiser les gens, et puis c'est aussi une histoire d'amour qu'on travaille, difficile. Alors, tout ce qui est d'amour, c'est autobiographie, tout ce qui est mort, c'est pas. J'espère. En tout cas, je vais pas dire. Merci. Aliette de Godard, on va passer sur ton parcours aussi qui est étonnant, en quelques mots, né aux États-Unis et en France, d'origine franco-vietnamienne, et écrivaine de fantasy, de science-fiction. Tu écris exclusivement en anglais. Alors, si je devais citer le nombre de prix qu'elle a obtenus, je pense qu'on aurait pas un moment. Enfin, il y a 3 Nebula, un Locus, c'est les prix les plus prestigieux qu'on peut voir dans la SF. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais c'est déjà pas mal. Donc, tu écris en anglais, même si la France, c'est quand même une de tes patries. Pourtant, tu es assez peu traduit en français. Est-ce que tu as une explication? Comment ça se fait? Ça me surprend. Et parce que le précédent, il datait de 2018. Honnêtement, j'ai pas spécialement d'explication. Beaucoup de malchance, je pense. J'ai un peu l'impression d'être traduit par des maisons d'édition qui ensuite décident de faire autre chose, voilà, un autre focus. Le premier roman que j'avais été traduit, qui s'appelait à l'époque d'Obsidienne et de Sang, et qui maintenant est réédité sous le nom de Serviteur des Enfers, qui avait été fait par, bien, je me souviens même plus du nom de la maison d'édition, c'était Panini. Eclipse, voilà, Eclipse qui a décidé de mettre la clé sous la porte pas longtemps après. Il est sorti en Angleterre aussi, et pareil, la maison d'édition a décidé de faire autre chose. C'était HarperCollins à l'époque, et ensuite ils sont devenus indépendants et beaucoup plus petits, et j'ai un peu l'impression que c'est le roman qui porte la poisse à la maison d'édition. Alors je dis ça. Les éditions Demos, voilà, je pense la pression. Voilà, les éditions Demos ont la pression, mais j'ai cru comprendre que ça passait pas trop mal. Donc écoute, voilà, je pense honnêtement c'est la poisse. Il n'y a pas d'explication. Alors après, il faut reconnaître que traduction c'est quand même quelque chose qui a un coût. Et avec un parcours un peu atypique comme ça, je pense que ça surprend un peu les gens. Et c'est un peu oublié de dire bon, elle est française, mais il va quand même falloir voir un coût de traduction. Non, je ne sais pas. Dans ce livre, on rencontre beaucoup de tes inspirations, vietnamiennes, mais pas seulement. Hein, je veux dire, tu te nourris aussi beaucoup de ces inspirations, de tes antécédents, etc. Oui, alors je
Je tiens quand même à dire qu'il y a beaucoup de meurtres dans mes livres et que ce n'est pas du tout autobiographique. Voilà, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur qu'est-ce que c'est d'être un peu en décalage avec la majorité, qu'est-ce que c'est d'être un peu en décalage avec le monde, qui sont tirés de mon enfance, où j'ai eu une enfance mes parents avaient une excellente idée de me mettre en école privée catholique. Je ne recommande pas du tout quand vous êtes la seule demi-vietnamienne de l'école, parce que, excusez-moi, on était deux, il y avait ma sœur. Voilà, on était deux. J'étais la première, donc je ne recommande pas forcément, mais ça fait beaucoup de choses à mettre dans tes livres intéressantes, beaucoup d'interactions. Un peu. Ma préférée, c'est quand même à 10 ans, je suis arrivée en catéchisme et littéralement le prêtre me regarde et me fait tu sors d'où? Et moi, en mode à 10 ans, de la 6e là, juste à côté, non, mais tu sors d'où? Voilà, donc avec le recul des bientôt 30 ans sur l'épisode, je me dis mais what the hell man? Enfin, c'est juste, je comprends que. J'étais surpris, mais quand même, j'avais 10 ans. Et donc voilà. Et quand j'étais jeune, j'ai lu beaucoup de polars, beaucoup de romans policiers, donc j'ai dévoré tout Agatha Christie, Robert Van Duyck, beaucoup de trucs historiques qui se passaient dans des périodes plus ou moins lointaines, et auxquelles j'ai beaucoup adhéré. Donc quand j'ai écrit mon premier roman qui était Serviteur des Enfers, je me suis dit, moi aussi je voudrais écrire un polar, sauf que je fais de la fantasy, donc je voudrais écrire un polar avec un peu de magie. Et donc du coup, je suis arrivée sur Serviteur des Enfers, où le personnage principal est prêtre des morts, peut faire des sorts, peut rappeler les morts. C'est juste que les dieux se mêlent de ces affaires de manière pas toujours très constructive. Enfin, bon, rarement constructive, pour bien reconnaître. Sinon, ce serait pas. Là, je vais juste confirmer l'histoire de l'école privée, parce que nous, on a isolé dans une école privée. L'avantage, c'est qu'elle s'est libérée très vite, parce que pour le mardi gras, on l'a déguisé en diable. Elle était dans une église privée plus catholique. Donc elle arrive avec des petites cornes, une queue fourchue, des petites capes rouges, ça va pas durer longtemps. Ben oui, on va parler de Serviteur des Enfers. Donc ça se passe dans le passé. Tu nous décris la ville, les territoires aztèques. Donc la capitale, je dis l'exercice de diction, Tenochtitlan. Donc je parle même pas d'autres noms, je ne commencerai pas du livre, mais la Gapa, effectivement, c'est un vrai mélange, c'est un polar, il y a une enquête, on en parlera, c'est de la fantaisie, il y a les dieux qui interviennent, il y a la magie, etc. Et c'est un vrai roman historique, j'en apprends, c'est super pointu, carré, sur les populations aztèques, sur cette civilisation disparue, et on apprend une foultitude de choses, mais sans que ce soit le groupe, c'est vraiment totalement intégré dans l'histoire. Oui, en fait, c'est en 1480, et donc juste pour la petite histoire, les Espagnols sont arrivés en 1519, et j'ai lu beaucoup de trucs, notamment quand j'étais jeune, qui se passent autour de l'arrivée des Espagnols, parce que c'est la période qui est quand même la mieux documentée. Alors, pourquoi c'est la période la mieux documentée? Parce que les Espagnols ont décidé de tout flanquer. Il y a une destruction de la culture absolument terrible qui a eu lieu. Faut pas se leurrer. Une de mes passions, c'est l'histoire avec un grand H, et c'est vrai que l'histoire écrite par les vainqueurs, et aussi je suis d'origine vietnamienne, donc c'est pareil, au niveau de documentation, c'est super compliqué parce que c'est pareil, les Français et les Chinois ont pas mal fait de destruction et des choses qui sont mal conservées, etc. Mais donc, j'ai aussi tendance à faire beaucoup de distractions. Je me distrais très facilement en route. C'est très utile quand on fait de la recherche, c'est beaucoup moins utile quand on est en table ronde. Mais donc moi, ce que je voulais vraiment représenter, c'était une civilisation qui était vivante, et pas une civilisation qui était en mode crise. C'était vraiment qui ont leur intérêt, mais c'est pas ce que je voulais écrire moi. Moi, ce que je voulais écrire, c'était vraiment la civilisation telle qu'elle était proche de son apogée, une civilisation qui est vécue, qui se pense pas comme particulièrement mauvaise. C'est pareil, quand les Espagnols décrivent la civilisation, évidemment qu'elle était mauvaise, évidemment qu'il fallait éradiquer la surface de la Terre, c'est facile à dire, c'est eux qui ont fait le job. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment une civilisation qui a ses défauts, qui a ses qualités, qui est une civilisation qui est en 1480, sans aucune pensée du fait que dans 40 ans, on va
y avoir une destruction qu'elle n'arrive même pas à envisager, et un personnage qui finalement vit sa vie, qui se lève le matin, qui est prêtre des morts, qui fait ses offrandes à ses dieux, bon, et puis qui a des petits ennuis qui finalement sont tout à fait typiques de sa vie quotidienne, bon, jusqu'à ce que ça devienne un peu plus compliqué pour lui, mais ça reste des choses qui sont caractéristiques de la culture, de la civilisation, sur lesquelles j'ai fait mon mieux pour me documenter. Après, c'est toujours pareil, ça va avec un PS, je fais mon mieux, on fait ce qu'on peut. Mon éditeur m'a laissé mettre une bibliographie, j'en ai remis une sur mon site web plus détaillée, parce que ça me paraissait aussi important d'avoir l'histoire, les sources que j'ai utilisées. Et c'est vrai que là-dessus, je voulais vraiment écrire vraiment un polar, une enquête avec ça suit il y a de la magie, mais ça suit des règles, il y a des suspects, il y a des fausses pistes, c'est vraiment les codes du polar. Vraiment les codes. Alors, polar, je sais pas, moi c'est plus ce que je disais quand j'étais enfant, donc c'est plus des histoires de détectives qui sont un peu plus proches du cosy, mais il faut bien reconnaître que pour un cosy, il y a un peu trop de meurtre. Oui, en fait, le cosy, ça n'existait pas. Voilà, ça n'existait pas trop à l'époque non plus, mais. Et c'est vrai que c'est pas policier, enfin, c'est pas un enquêteur habituel, c'est un religieux. Voilà, il enquête malgré lui parce qu'il y a son frère qui est impliqué dans le meurtre et il essaye de comprendre, mais il est vraiment enquêteur malgré lui, donc il va faire effectivement le lien avec ce qui marche bien actuellement sur Cosy, mais c'est la seule. Moi j'écrirais ça aujourd'hui, ce serait vraiment plus dans l'enquêteur non professionnel. Et pour moi, c'était vraiment le personnage et il tombe dessus par accident parce que, effectivement, son frère, à qui il n'a pas trop avec qui il s'entend pas très bien parce que lui, c'est un peu alors, la chip en français, c'est un peu l'échec familial. Quand il allait dans la prêtrise, pour les Aztèques, c'était quand même considéré comme une voie un petit peu secondaire. L'idéal, c'est le guerrier. Son frère est le guerrier à qui tout a réussi. Le favori de la famille, et évidemment, entre-temps, son père et sa mère sont morts, donc en plus, il ne peut pas du tout régler, il ne peut pas, fermer cette histoire de manière psychologique. Ses parents continuent à le hanter de manière plus ou moins figurative, et voilà, les morts reviennent, donc c'est pas un spoiler de dire qu'ils vont aussi revenir. Mais du coup, c'est vrai qu'il s'entend très mal avec son frère, mais il a quand même un sens du devoir très développé et un sens de la famille. Et quand c'est son frère qui est accusé de meurtre, il est en mode bon, va quand même falloir que je fasse quelque chose. Et il se trouve bien malgré lui envoyé dans une enquête qui réunit tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire il va falloir qu'il aille à la cour, il est techniquement prêtre des morts, mais globalement les morts c'est mieux que les vivants parce qu'ils ne parlent pas, et il n'y a pas à gérer les intrigues politiques. Et évidemment, cette histoire, parce que moi j'aime bien faire la misère à mes personnages, sinon je ne pourrais pas écrire d'histoire. Lui, tout ce qu'il rêve, c'est de vivre tranquille dans son temple. Du point de vue de l'enquête, il va falloir qu'il aille à la cour, il va falloir qu'il comprenne pourquoi il y a ces morts, qu'est-ce que ça tirait comme intrigue politique. Il va même falloir qu'il sorte de la vie dramatique et il va falloir qu'il parle à son frère. Et c'est exactement ça, parce qu'on est aussi dans les intrigues de cour. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas la première chose qu'on pourrait imaginer quand on parle du peuple aztèque. Oui, non, mais moi, personnellement, j'aime bien les intrigues de cour aussi. Je regardais beaucoup de trucs. J'ai grandi en regardant des trucs plutôt intrigues de cour chinoises, vietnamiennes, les histoires que me racontait ma grand-mère sur des meurtres absolument terribles. Des gens qui se sont arrêtés alors qu'ils n'ont rien à voir avec ces meurtres parce que telle faction a décidé que. Je voulais remettre un petit peu aussi de ça dans ce genre d'histoire. Et puis après, c'est vrai que c'était marrant de remettre toute la famille impériale en ordre un peu dysfonctionnel, beaucoup dysfonctionnel, parce que bon, si c'était fonctionnel, personne n'aurait besoin d'aller assassiner des gens. Ça fait pas partie de relations normales. Et puis sur ce peuple, on est loin des stéréotypes. J'ai appris énormément de choses. On les voit comme un peuple sanguinaire, on pense au sacrifice humain, etc. En fait, tu expliques, c'est assez fascinant que c'est un autre cadre moral. C'est ça. Alors moi, je me souviens avoir une anecdote qui m'a beaucoup marqué, qui est qu'en fait, ils ne comprenaient pas du tout le concept de guerre totale. Parce que la guerre était très ritualisée, donc à partir du moment où
le temple ennemi était tombé, c'était le glyphe aztèque pour la vie, c'est justement le temple renversé de mémoire. Hein. Ça fait, faut bien reconnaître, j'ai écrit en 2010, en 2024, ça fait 14 ans, donc. Mais en tout cas, ce que je vous raconte là est vrai, c'est-à-dire que une fois que le temple ennemi est pris, c'est la fin de la guerre. Et donc ils avaient vraiment du mal à comprendre l'approche espagnole de déjà on veut l'or qui pour eux était réservé globalement aux dieux. Et ils avaient vraiment aussi du mal à comprendre, bah ça y est, ils ont mis le feu au temple, c'est fini. Et donc c'est fascinant de lire tous les textes avec un peu de scepticisme quand même et un peu de filtre c'est les Espagnols qui les écrivent. Enfin, en l'occurrence, ceux qui ont essayé de préserver les textes, c'était des gens qui étaient très préoccupés de préserver la civilisation, donc c'était dans une bonne démarche, mais il y a quand même la barrière de la culture, et c'est vrai que du coup, moi l'anecdote qui m'a le plus marqué, effectivement, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les Espagnols torturaient les gens, mettaient le feu au temple, parce que c'était des... Enfin, ils auraient dû arrêter, ils ne comprenaient pas pourquoi ils arrêtaient. Et les Espagnols qui, bon, il faut bien reconnaître, n'étaient quand même pas comment dire, la moralité très supérieure, hein, c'est des aventuriers qui étaient là pour faire leur fortune, qui voulaient la faire vite, et s'il fallait tuer, torturer les gens sur le chemin, ils n'allaient pas s'arrêter dans le si bon chemin. Et ben, globalement, ils étaient juste mieux armés parce qu'ils avaient zéro scrupule. Ils ont créé une civilisation qui était très, très hiérarchisée, très codifiée, qui avait formé son propre petit empire en allant conquérir toutes les civilisations des autres, mais qui globalement ne prenait pas le concept du massacre total, à part dans des conditions très très restreintes. Bah, pareil, c'est bon, le temps de la Terre s'est tombé, ok, on les prend, on les intègre à la civilisation aztèque et on continue de plus en plus loin comme ça. Ils envoient des tribus et puis c'est fait comme ça. Et donc, et c'est vrai que moi ça m'a très marqué, je me suis dit, en fait c'est vraiment un choc des civilisations, quand l'une d'entre elles était vraiment sous-équipée, mais de tellement de manières, à la fois technologiquement, parce qu'ils avaient, l'arme qu'ils avaient c'était de l'obsidienne, hein, ils ne connaissaient pas l'art de la forge. On arrive avec des gens qui ont alors qu'ils avaient une qui peut avoir des armes assez primitives, genre mousquet, des choses comme ça, mais il y avait du métal. C'est juste, c'est pas très juste quoi. Donc je vais vraiment refaire revivre une civilisation qui fonctionne très bien, qui ne soit pas du tout comme l'empire du mal, et qui est très codifiée. Alors, je suis sûr qu'il y a des débordements comme partout, mais c'est pas l'action de mal. Un mot sur la part de fantastique dont tu parlais, elle est présente, c'est un roman qui mélange les genres, sauf que pour eux c'est tout à fait naturel. Pour Acatel, il s'appelle comme ça, le religieux enquêteur, pour lui c'est juste la réalité. Je veux dire, c'est pas le côté fantasmagorique, uniquement il y a des monstres qui arrivent, c'est leur réalité, leur quotidien. Ouais, moi ça m'a semblé juste assez naturel. Ok, il croyait en un monde où littéralement il fallait offrir son sang au dieu pour que le monde ne se termine pas. Donc pour les Aztèques, le monde dans lequel on est, c'est le 5e, et les 4 précédents étaient détruits par les dieux pour des raisons diverses et variées, mais essentiellement parce que les dieux se sont dit que les humains, entre guillemets, n'étaient pas capables de leur offrir l'adoration dont ils avaient besoin. Et donc, pour Cal, c'est bon, il faut offrir son sang aux dieux parce que sinon les dieux vont de nouveau mettre au monde. Et il faut des sacrifices humains parce que c'est pareil. Donc je dis, ok, la magie pour eux ça marche. Vous pouvez vous entailler la main et offrir votre sang aux dieux et vous guidez des dieux. Vous pouvez aller aussi dans les terres fantastiques, dans lesquelles ils vont un tout petit peu là-dedans, mais un petit peu plus dans le tome 2. Oui, parce que c'est aussi une trilogie. C'est aussi une trilogie, voilà. Plus des nouvelles annexes. C'est plus une nouvelle annexe, c'est une trilogie sur le mode polar où c'est l'enquêteur, il finit l'enquête, c'est l'enquête suivante. Et donc, nous vont sur aussi les terres fantastiques dans lesquelles croyaient les Aztèques, qui sont les différents territoires des différents dieux, mais c'est vraiment, c'est pas l'invasion fantasmagorique, c'est une certaine croyance dans la façon dont marchait l'univers, et je dis, ok, imaginons que l'univers marche comme ça. En espérant qu'il ne va pas porter la place au suivant, qu'on verra bien les suivants arriver. Voilà, je savais pas. C'est dommage de ne pas avoir la suite de ces aventures. Voilà pour la présentation un peu du livre, on va peut-être dériver sur la thématique plus générale. Et puis moi je fais un lien entre vous deux,
c'est votre côté inclassable, sur le côté inclassable des livres, le côté inclassable de vos manières de raconter les histoires. Vous avez des univers très différents, mais c'est vraiment un mot qui m'est venu quand j'ai pensé à vous. Il y a un qui me vient à l'esprit quand tu parles de la guerre non totale. C'est quelque chose qui me parle, parce que c'est les deux bouquins sur lesquels je travaille en ce moment, on a ce lien-là. C'est-à-dire que quand les guerres n'étaient pas totales, quand il y avait un respect d'un point au-delà desquels c'était plus nécessaire de faire la guerre, ça veut dire que c'était sur un code moral. Et moins on a de code moral, moins un État, moins une société a de code moral, plus la valeur. Il y a les deux exemples sur deux bouquins sur lesquels je travaille, je travaille sur un bouquin sur la Corée. Et jusque dans les années 50, la pègre coréenne, la mafia coréenne, se battait par 40 mecs contre 40 mecs, sans armes. Et on arrêtait le baston quand il y avait un décès grave d'un côté. Et l'équipe, enfin, le clan dans lequel il y avait un décès grave avait perdu cette guerre religieuse. Il n'y avait pas besoin d'aller dans des substituts américaines avec des mitraillettes, etc. Et l'exemple à contrario, je travaillais sur un bouquin qui se passait italienne, ou difficile, enfin, sur 1914. Et quand la guerre est en 1914, la théorie guerrière, théorie militaire de la France, ça s'appelle exactement ces mots-là, l'offensive à outrance. Ça veut dire qu'au moment où on voit n'importe qui, en face de n'importe quoi. Et j'ai découvert, en travaillant sur ce bouquin, un épisode que je suppose que personne ne connaît, qui s'appelle la bataille des frontières. La guerre débute au début août 1914. La bataille des frontières, c'est ici, ça se passe ici, le 22 août, entre le 20 et le 24 août, en gros, et qui consiste à piquer vers la Belgique pour essayer de couper les forces allemandes qui passaient contre le 22 août, c'est la deuxième journée la plus mortifère de toute l'histoire militaire française. La première journée, c'est un peu plus tard, sur la guerre, mais de toute l'histoire militaire française, depuis qu'on tient le compte des victimes, le 22 août, la deuxième journée. En 24 heures, on a 20 000 morts et 80 000 blessés ou disparus. En 24 heures. Et c'est là où on peut dire qu'un État qui a comme règle militaire l'offensive à outrance, qui consiste à envoyer 200 000 mecs au feu, on n'a plus le même code moral qu'avec sa société là-bas. Et on peut retrouver ce genre de code moral. Alors, des fois, avec des politiques qui nous étonnent, parce que si on a certaines tribus nomades africaines, ou même moi j'ai connu en Amazonie, des tribus nomades, on a des choses qui nous épouvantent. C'est-à-dire que quand une femme a 2 enfants qui sont trop rapprochés en âge pour qu'un des deux puisse en marcher, il est coutumier dans certaines tribus de tuer un des enfants. Parce qu'il en va de la survie du groupe. La mère doit pouvoir porter un enfant dans sa femme, elle doit pouvoir participer à la vie du groupe avec votre droit. Dans certaines tribus, quand un vieux est arrivé à un âge où il n'a plus suivre le groupe, on l'abandonne avec quelques folies pour qu'il meure. Donc ce côté-là peut apparaître horrible. Mais d'un autre côté, il y avait une sorte de guerre avec le spectre. On n'allait pas jusqu'au bout. La guerre ne consistait pas à faire jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas des guerres d'extermination. C'était des guerres pour marquer un territoire, pour marquer une possession. C'est la même chose. Il y a ce côté moral, code moral, qui est important effectivement avec les insectes. Avec d'autres civilisations d'ailleurs qui ont disparu pour les maintenant. On va parler des Incas, des Mapuches, c'est pareil. Oui, en fait, dans ma jeunesse, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai fait une classe préparatoire, et il se trouve que le thème français cette année-là, c'est des héros. Mais du coup, c'était très intéressant, parce qu'on a parlé de la guerre, et on a parlé justement de cette évolution qui se voit à peu près au niveau de la Première Guerre mondiale, justement, comme pivot, où on passe d'une culture qui est principalement très codifiée, qui est basée, alors, soit sur l'honneur, ce qu'on appelle en anglais culture of shame, plutôt sur la honte comme mécanisme social de régulation, qui est que si on fait quelque chose qui est contre le code, on va être ostracisé, on va dire qu'il vient du grec, et la raison pour laquelle ça vient du grec,
Il y aura différentes formes d'ostracisation qui vont se mettre en place du fait que si on ne respecte pas les règles, on n'aura plus sa place dans la bande de guerriers, l'armée, la compagnie, etc. Et des trucs justement qui se voient en Italie, dans les années 15, enfin dans ce qui sera l'Italie, dans les cités italiennes, dans les années 1500, 1600, où ils prennent des mercenaires, où les mercenaires justement ne respectent pas ces règles. Donc il y a une espèce de dichotomie il n'y a pas de respect de la culture, il n'y a pas de respect des règles de la guerre. Et aux alentours de la Première Guerre mondiale, où il n'y a pas assez de monde, et on voit tout le monde au front, où les femmes se retrouvent seules, et on commence une longue série de choses qui vont amener au féminisme, à la libération de la femme sur un autre plan. Mais au niveau de la guerre, ça va vraiment être, le but c'est quasiment tout est permis, ce sont des armes chimiques, et on va avoir une culture plutôt de la culpabilité, culture of guilt, et on passe des... Si vous allez dans n'importe quel village en France aujourd'hui, vous avez nos enfants défunts, pas nos héros défunts, nos enfants défunts. Et ensuite on arrive à la Seconde Guerre mondiale, où en France c'est très particulier quand il y a l'occupation, donc ce seront plutôt des victimes, et une culture de la culpabilité à cause de la collaboration, de ce qu'il faut faire pour survivre dans aussi bien une zone libre qu'une zone occupée, c'est différents types de compromis. Et on arrive à... J'ai beaucoup de conversations avec ça avec mon aîné en ce moment qui étudie la Seconde Guerre mondiale, et on arrive à Hiroshima et Nagasaki qui sont les incidents les plus meurtriers par un facteur 10 000, qui sont les points de retour où plus personne ne veut les faire. Donc on passe sur des méthodes soit de guerre froide, soit d'exportation de la guerre, les guerres par procuration. Les États-Unis et l'Union soviétique ne veulent pas se battre parce que c'est trop coûteux en termes de population. Et donc ils ont trouvé un super moyen. Alors un super moyen, c'est gentil quand ça vous arrive à vous, c'est pas top. Ma mère a fui la guerre du Vietnam, on a déboursé là-dessus. Mais donc au lieu d'engager des populations en direct, on va tout faire pour essayer que ça soit reproduit pas. C'est super intéressant, je trouve, de ce point de vue-là. Après, dans mon autre vie en tant qu'auteur de science-fiction, j'écris beaucoup sur les conséquences de la guerre, mais plutôt sur les civils, justement à cause de l'histoire familiale, des grands non-dits. On ne parle jamais de la guerre dans ma famille, c'est vraiment l'interdit, c'est le background de tout, et c'est quelque chose qui me fascine, justement, l'effet sur les populations civiles, qu'est-ce qu'on doit à la mémoire, les grands pouvoirs qui se battent par procuration, etc. Je trouve ça très très intéressant. Mais avant 1945, qui est les bombes nucléaires, l'incident le plus mortifère, les explosions les plus mortifères qui ont eu lieu, en fait c'est Halifax, c'est un accident. C'est en 1914, c'est un bateau canadien, anglais ou canadien, je sais plus, il y a une info, et ils ont mal quoi. Ils avaient beaucoup d'explosifs. Et c'est pas une très bonne idée d'avoir l'explosif à bord d'un simple bateau, et en fait le bateau explose au port. Donc ça a dévasté la ville sur des kilomètres et des kilomètres. Et ça montre bien qu'on n'avait pas cette puissance de frappe et cette capacité de ne pas respecter les règles. L'autre chose à laquelle je pensais, qui n'a rien à voir quand je parlais, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui me font d'avis, où on voit aussi, alors à beaucoup plus faible échelle, où il y a des pegs, ça se passe dans un univers fantastique où il y a des gangs qui manipulent le jade pour avoir des super pouvoirs de héros d'arts martiaux. C'est très très bien, vous pouvez lire si vous n'avez pas lu. Et où du coup, une des bandes finit par ne plus respecter les règles et qui lui donne un avantage. Et donc c'est vrai que l'inconvénient, entre guillemets, de ne pas respecter les codes moraux, c'est que ça vous donne toujours un avantage sur les autres, parce que quand vous avez des limites, et que celui qui en a pas, c'est celui qui n'a pas de limite qui finit par gagner. Donc c'est vrai que ça pose des questions intéressantes de mécanismes qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme de régulation morale pour qu'on n'en arrive pas à il suffit de massacrer toute la population, de massacrer toute la bande adverse, ça gagne. Ou certes. Un lien qu'on peut faire aussi entre vos romans, c'est aussi les récits de voyage. On a déjà commencé à en parler. Voyage dans le monde et voyage dans le passé. C'est des romans atypiques
c'est des romans de voyage. Et en fait, ce ne sont pas des polars. En fait. Le polar, c'est un genre très particulier. Le polar, il y a un crime, un enquêteur officiel, et par conséquent, la narration ne peut pas dépasser l'enquête officielle. Chaque révélation, c'est le personnage principal qui fait. Donc on ne peut pas anticiper sur le personnage principal, et à la fin, naturellement, le polar, le but ultime du polar, c'est le reste de l'enquête. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et le bouquin ressort plus de ça, c'est le roman noir. Le roman noir, ça commence pareil par le crime. Il y a un enquêteur, mais il n'est pas forcément officiel. Il est agent d'assurance, avocat, journaliste. Et comme il n'est pas officiel, la narration n'est pas obligée de suivre l'enquête. Il n'est pas obligé de suivre la procédure. Donc on peut introduire dans la narration des commentaires parallèles ou perpendiculaires ou particuliers qui vont ajouter à l'intrigue et qui vont ajouter le suspense. Parce que le suspense nouveau dans le roman noir, c'est que le lecteur en sait plus que l'enquêteur. Donc il y a un suspense naît de la mise en danger de l'enquêteur. Mais surtout, la finalité du roman noir, c'est pas de jouer l'enquête. La finalité du roman noir, c'est de raconter l'environnement social et politique qui a permis le crime. Et à ce niveau-là, tu as raison, effectivement, si on parle de barrières ou frontières, dans le roman noir, on peut tout dépasser. On peut dépasser les frontières du temps. On peut faire des flashbacks, on peut faire toutes sortes de choses que l'enquêteur de la polar ne peut pas faire. Le mec, il suit la procédure, il peut faire quelques retours en arrière, mais il ne peut pas revenir sur l'autre fille en arrière. Parce qu'il ne connaît pas la filière. Il connaît que la sienne. Alors que dans le roman noir, on peut inventer le passé des gens. On peut même imaginer le futur qu'ils ambitionnent, qu'ils espèrent. Et on peut se déplacer n'importe où. Déjà à la fois géographiquement, à la fois dans le temps, et à la fois dans la psychologie du personnage. C'est ça qui est intéressant. C'est beaucoup plus large. Oui, non, c'est pas, moi, ce qui me fascine, et je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup influencé quand j'écris mes livres, pas côté SF, mais plutôt côté roman noir, c'est Elizabeth George, qui, en parallèle de l'enquête, montre l'impact qu'a l'enquête sur les différents personnages, et particulièrement l'impact psychologique. Et ce qui est important, c'est pas tellement, effectivement, comme tu dis, la révolution du crime, bon, ça y est, après classé, c'est bon, c'est fini. C'est vraiment quelque part, moi je reviens toujours à cette espèce de, il y a une fracture, il y a une rupture dans le monde. Et comment est-ce que les gens gèrent cette rupture? Donc ça peut être effectivement la guerre et son impact sur les civils, ça peut être un meurtre, ça peut être, je sais pas, j'écris des livres, c'est simplement un divorce, des choses comme ça, mais vraiment en termes de comment gérer une grosse rupture du quotidien et les effets et les retombées que ça peut avoir sur un certain nombre de personnes qui peuvent être très très différentes. C'est un truc que j'adore faire, c'est vraiment, malheureusement pas dans ce roman, parce que j'ai choisi d'écrire à la première personne, c'est mon premier roman, je vais pas compliquer la vie, mais c'est vrai que quelque chose qui me fascine, c'est vraiment l'impact sur différentes personnes qui peuvent avoir des points de vue très très différents et des vies très très différentes de ce même incident. Une autre caractéristique du roman noir, c'est vraiment essentiel quand on écrit, en tout cas pour moi ça l'est, je pense que pour ceux qui lisent des romans noirs, c'est que comme le but est de trouver l'explication sociale et politique à quelque chose qui est arrivé, par la force des choses, c'est la prise de position de l'auteur. Dans le polar, on peut avoir de position. Si la procédure dit que voilà, tel type finit par être responsable du meurtre d'après les lois, point barre. Et condamné, pas condamné, dans le roman noir, on est obligé de prendre position. Et je le disais à des amis qui sont en salle, on discutait hier, mais l'avantage d'un roman noir, c'est que ça laisse des questions à la fin. C'est la force du bouquin. C'est-à-dire que normalement, le lecteur ne doit pas reposer un roman noir sans garder des questions auxquelles il doit répondre, sans s'interroger ou sans être un petit peu dérangé ou un peu en porte-à-faux. Alors qu'à la fin d'une enquête normale de policier, c'est réglé. Il n'y a pas de question à se poser. La loi est appliquée, le gars est contrôle, basta. Et c'est ça qui est intéressant. D'une part, développer dans le bouquin une prise de position sur l'environnement social et politique ou économique qui permet le crime, et ensuite, à la fin, de laisser en suspens des questions qui vont prolonger le bouquin. Et si un bouquin, si le lecteur ne prolonge pas le livre qu'on a écrit dans sa tête, avec des questions qui lui sont propres par rapport à ce qu'on a écrit, pour moi, c'est pas un bon bouquin. Le bouquin doit laisser des questions ouvertes.
Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, dans un autre roman qui n'est pas ici, mais qui est sur ma table, qui est l'Ascension de la Maison Bébine et qui se passe dans un 19e siècle alternatif, où il y a des factions magiques, j'ai pris 4 points de vue qui étaient très très différents, et justement je les ai emmêlés avec... il y a les gens qui font partie de la faction magique et donc qui sont prêts à tout pour qu'elle survive, et puis il y a les gens qui ne font pas partie de la faction magique et qui sont tyrannisés par la faction magique et qui sont en mode ouais, enfin, nous on s'en fout un peu, hein, on a d'autres priorités. Et puis il y a les. C'est là que je mets un peu les origines dans l'histoire, où il y a le royaume de dragons vietnamien qui est sous la scène, qui est en mode ok, nous on essaye de battre tout ça remarqué, hein, on voudrait survivre, avec des rappels à l'histoire coloniale. Et alors moi, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est plus de présenter tous ces points de vue et de dire bah, ok. Je vous laisse avec la question de qui a raison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a raison, est-ce qu'ils auraient pu prendre d'autres décisions là-dessus. En tant qu'auteur, effectivement, je ne vais pas dire que je fait une leçon dans l'histoire, c'est pas moi qui c'est pas moi qui les ai présentés d'une certaine façon, mais ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment dire bon, je vais vous expliquer comment est la chose, c'est plus effectivement faire naître des questions de ok, dans ce genre de situation, c'est très merdique, c'est pas qui fait le monde exprès pour ça, mais qu'est-ce qu'on ferait pour survivre? Qu'est-ce qu'on ferait pour préserver sa communauté? Quel genre de décision on prendrait? Et est-ce que vous prendriez les mêmes? Merci beaucoup, on est arrivé au bout. C'était passionnant. Merci à vous. Et puis je vous invite à aller voir les auteurs dans la salle. Et puis à 13h, il y a une autre rencontre sur les thrillers et fantastiques, un autre sujet. Je pense que Ça, je voudrais juste demander à Yann Manouk si je me suis bien débrouillé. Merci.